Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire Optaven, ce nouveau webinaire Optaven qui va se focaliser comme de coutume sur les véhicules électriques et les infrastructures de charge aujourd'hui. Donc vous pouvez poser vos questions via le chat dédié. Vous avez maintenant l'habitude de visionner des webinaires. On y répondra, alors peut-être pas immédiatement, mais en tout cas on aura bien sûr le temps de prendre en considération vos questions. Donc, comme je l'évoquais, on va parler des bornes servicielles d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elles ont évidemment une fonction technique pour que le véhicule puisse bouger, mais ensuite il y a aussi toute une amélioration de la gestion énergétique, voire d'autres services qui peuvent être rendus par la borne. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et pour alimenter les débats, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur l'expertise de Monsieur Clément Molison, délégué général de l'Aver France. Bonjour Clément. Bonjour. Sur l'expertise de Monsieur Jérémy Motin, donc directeur projet et partenariat mobilité électrique à la direction stratégie et développement d'EDF. Bonjour. Bonjour. Monsieur Guillaume Cazenave, directeur marketing d'Optaven. Bonjour. Et Monsieur Albert Etienne, directeur général d'Optaven. Bonjour. Alors, dans un premier temps, je pense que les gens vous connaissent tous plus ou moins, mais vous pouvez peut-être vous présenter brièvement afin notamment aussi de préciser quel est réellement votre périmètre d'expertise et ce que représentent vos groupes, vos organismes respectifs. Clément, je vous laisse le soin de débuter. Ça marche, merci. Je suis délégué général d'une association professionnelle qui s'appelle l'Aver, qui représente tout l'écosystème de la mobilité électrique, donc à la fois des constructeurs, des équipementiers, des énergéticiens, tous les acteurs de la recharge qui fabriquent, installent, opèrent, maintiennent des bornes de recharge, et puis tout un panel d'autres acteurs, banques, assurances, qui commencent à rejoindre l'association. Donc on a vraiment cette vision écosystémique et on traite de toutes les questions d'électrification, batterie et hydrogène sur les différents segments de mobilité, surtout automobile et poids lourds. Mais on regarde aussi ce qui est un peu dans les engins de déplacement personnel, le bateau électrique, peut-être demain l'avion. Enfin voilà, on essaie d'avoir le regard un peu sur tous les sujets. Alors, l'avion sera le thème d'un prochain webinaire parce qu'on est un peu plus loin que la voiture, mais ça, effectivement, ça se précise. Monsieur Motin, je vous laisse. Alors, EDF, tout le monde connaît, mais oui, justement, il y a énormément de spécialités, d'expertise au sein du groupe. Donc, vous, c'est quoi votre périmètre? Alors, mon périmètre, moi, c'est la mobilité électrique. EDF a lancé son plan mobilité électrique il y a quelques années. Et moi, je suis particulièrement en charge du développement des partenariats autour de la mobilité électrique pour le groupe EDF. Et précédemment, j'ai passé une vingtaine d'années dans le domaine de l'énergie, des réseaux en particulier, et en particulier sur mes précédentes fonctions autour des sujets de réseaux insulaires et donc de flexibilité. Et ça fait un lien avec la mobilité électrique très fort. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tout à l'heure. On y reviendra aussi. Il y a des marques au sein du groupe où les gens ne savent pas nécessairement, par contre, que c'est EDF qui supervise. Vous pouvez peut-être donner trois exemples. On parlera sans doute d'Easyvia, qui est notre filiale de spécialité de mobilité électrique, qui déploie des infrastructures pour les entreprises et pour le domaine public. Et puis on parlera aussi d'Easy by EDF, notamment, qui, elle, est une entité pour nos clients résidentiels, pour des bornes de recharge également et des services autour de la recharge. Et alors Albert, on va préciser tout ce que fait aussi Optaven, donc basé à Lyon. Oui, alors Optaven est un leader en France et en Europe sur les contrats de service automobiles, à travers différentes spécialités, les contrats d'extension de garantie sur les véhicules, le contrat de garantie, contrat d'entretien, et également l'assistance, qui est le métier d'origine du groupe. Et on a une activité qui est très fortement orientée sur le véhicule d'occasion. Et là, aujourd'hui, c'est le quatrième webinaire qu'on organise autour de l'écosystème véhicule électrique et véhicule d'occasion, parce qu'on estime qu'on a une expérience que l'on emmagasine au fur et à mesure des mois, qui nous permet en fait d'aider tous nos partenaires, distributeurs, loueurs, constructeurs, et sur l'appréhension de ce nouveau marché. Et puis toutes les réactions qu'on a de nos utilisateurs de contrats sur le plateau d'assistance nous permettent aussi d'emmagasiner pas mal de données. Et donc le sujet aujourd'hui, ce sont les bornes. Voilà. Et d'ailleurs, Guillaume, vous pouvez peut-être préciser que vous avez mis en place un baromètre qu'on peut retrouver assez régulièrement, où il y a pas mal de data autour du véhicule d'occasion et que vous envoyez assez régulièrement. Complètement. Donc moi, je suis en charge du marketing chez Optaven pour la France et donc sur la partie offre de service. Et effectivement, on a un enjeu d'accompagner nos partenaires et d'amener
documenter et d'illustrer un peu l'émergence du marché de la voiture électrique. Et donc on a mis en place un baromètre autour du véhicule d'occasion, qui est notre principal marché aujourd'hui, avec une sensibilité sur l'électrique qui pèse aujourd'hui pas encore beaucoup dans le marché. Mais c'est un point d'attention et comme le disait Albert, nous, notre enjeu, c'est d'accompagner tous nos partenaires, constructeurs, loueurs, sociétés de financement, distributeurs auto et les assureurs sur la transition énergétique et donc la voiture électrique qui est un enjeu important pour nous pour ces prochaines années. Alors justement, le véhicule électrique qui ne représente pas encore une pénétration gigantesque sur les différents marchés, que ce soit mondiaux, européens ou français, mais on a demandé aux experts d'S&P de nous fournir des datas sur le véhicule électrique. Je remercie d'ailleurs au passage Lorraine Morard de Nichemoul et toutes les équipes du groupe qui nous délivrent ces données. Et on se rend compte, alors il ne s'agit pas d'être pour ou contre le véhicule électrique, je pense que ça c'est pas le débat du jour et voilà, on va pas en tout cas pas s'attarder là-dessus. En tout cas, on se rend compte que par rapport aux plans industriels engagés, eh bien en 2030, un véhicule sur 2 sera électrique dans le monde. Grosso modo, hein, si on part sur un étiage d'un marché mondial qui ne sera pas encore revenu aux 100 millions, parce qu'il y aura en plus d'autres crises dans l'intervalle, n'en doutons pas. Et si on descend à l'échelle européenne, on se rend compte, alors qu'on a tendance à dire que la France est pas forcément bien placée sur le véhicule électrique, qu'on restera un producteur très important de véhicules électriques, qu'on sera toujours sur le podium. Alors derrière l'Allemagne, certes, mais devant l'Espagne qui déploie beaucoup d'efforts en ce moment pour créer un hub électrique qui est très attractif, qui aussi débloque beaucoup d'aides, donc ça explique la position de l'Espagne. Quand vous voyez ces ordres de grandeur, les uns comme les autres, ça vous paraît réaliste ou vous avez des doutes? Moi, je pense que c'est réaliste. L'histoire, elle est en route. On voit webinaire après webinaire nos prévisions de diffusion du véhicule électrique sur le marché de l'occasion, par exemple, qui est notre secteur de prédilection. Et quand on part des véhicules neufs, qui sont le point d'entrée, qu'on a cette cible de 100% des voitures neuves électriques en 2035, on a cette montée progressive et régulière. Cette année, on va faire à peu près 17% des véhicules neufs électriques. On était à 10% il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, il y a un effet qui se réplique au bout de 3 à 4 ans sur le marché de l'occasion, parce que l'essentiel de ces voitures électriques neuves aujourd'hui sont financées, elles sont louées, elles vont arriver sur le marché de l'occasion dans 2, 3, 4 ans maintenant. Et on a aujourd'hui un marché de l'occasion électrique qui est petit, hein, c'est 1,2% du marché, donc c'est infime, et c'est déjà 2% presque chez les professionnels, qui concentrent quand même l'essentiel des ventes aujourd'hui. Et puis à horizon 2 ans, 2025, ça sera 6% du marché occasion électrique chez les professionnels. Et puis chez les concessionnaires de marque, qui eux vendent des voitures plus récentes, ça sera probablement environ 15% du marché. Donc c'est une diffusion lente, régulière. Il faut s'adapter et organiser toute l'offre de service qui va autour. Voilà. Un point de complément, Clément, peut-être? Non, je suis complètement en phase avec ce qui vient d'être dit. Et puis, effectivement, l'enjeu n'est pas de savoir si on est pour ou on est contre. L'enjeu, c'est de trouver une réponse à l'urgence climatique, de trouver des façons de décarboner nos industries, notre économie et en l'occurrence nos transports. Donc, on a plein de solutions complémentaires, le transport en commun, le vélo et autres, et on voit qu'il y a déjà une appétence, un certain nombre de concitoyens pour. On sait aussi qu'on a un grand nombre de Français, qui soient particuliers mais aussi d'entreprises, qui ont besoin d'une voiture, qui ont besoin d'une automobile, d'un utilitaire. Et pour eux, aujourd'hui et demain, on voit que la seule technologie qui permet de décarboner fortement, c'est l'électrique. Et donc, la question n'est pas tant de savoir si c'est réaliste, la question est de savoir comment on fait en sorte de réussir, comment on fait en sorte de tenir ce cap-là, parce que c'est la technologie qui va nous permettre de décarboner les transports. Alors Guillaume, je crois que vous êtes venu avec une étude comme souvent. Enfin, vous nous faites là une bonne surprise d'ailleurs, puisque vous aviez fait le cachottier la dernière fois, et là vous ressortez des chiffres qui n'avaient pas été communiqués lors de la précédente étude. Mais donc vous avez plusieurs slides où vous allez nous présenter des datas assez significatives. Je vous laisse du coup... Oui, complètement. Mais peut-être qu'on peut juste avant revenir sur le marché des bornes qui va nous intéresser aujourd'hui. Ah oui. Peut-être juste un petit point au passage pour introduire un peu le sujet qu'on va évoquer largement juste ensuite sur le parc. Alors bien sûr Clément, voilà, Jérémy, je vous laisserai
commenter, mais c'est vrai que nous, on s'y intéresse parce que la borne, c'est le point de charge indispensable, c'est intimement lié au développement de la voiture électrique. Et aujourd'hui, on voit qu'on arrive à augmenter la production et les ventes de voitures électriques, et on a une progression des points de charge qui accompagne ça. Et c'est assez corrélé en fait. C'est vrai que nous, dans les chiffres qu'on voit qui sont publics sur les parcs, aussi bien sur les bornes publiques que privées en entreprise ou chez les particuliers, on a une augmentation de croissance. On parle de plus de 300 ou 350 000 bornes installées sur l'année prochaine et les années à venir. Et on voit que, grosso modo, le chiffre, le ratio qu'on constate, c'est ce qui est indiqué sur la slide, c'est qu'on a 1,2 bornes à peu près par voiture électrifiée. Alors électrifiée, c'est aussi bien full électrique que PHEV. Mais c'est un point d'attention, et on a autant de bornes que de voitures quasiment, donc forcément c'est un enjeu important en termes d'équipement et qui accompagne forcément la voiture sur ce point. Alors à propos justement du développement des infrastructures, le webinaire tombe à point nommé, en tout cas pour l'AVER, puisque le cap des fameuses 100 000 bornes, telles qu'on l'appelait communément, a été franchi en fin de semaine dernière. Et il y a une question d'un internaute d'ailleurs qui est intéressante, c'est que maintenant que finalement c'est amorcé, que les différents services concernés aussi pour l'implémentation technique des bornes avec les travaux que ça représente, il y a une question d'internaute en disant est-ce que le calendrier qu'on vient de voir, est-ce qu'il a plus de chances d'être tenu selon les jalons qu'on a identifiés que précédemment? Oui, alors j'espérais avoir quelques jours après l'atteinte des 100 000 bornes pour me dire on va pas me poser les questions sur les objectifs d'après. Bon, en réalité, on sait bien. Le gouvernement l'a fait, oui. Non, mais au-delà de la plaisanterie, c'est vrai que cet objectif qui était pour fin 2022, qui a été avancé à fin 2021, évidemment, il a été très médiatisé, beaucoup mis en avant. On a eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de la France sur cet objectif. Quand même dire que malgré tout, et depuis plusieurs années, la France est dans les 3 à 4 premiers pays européens en termes de réseau de recharge. Aujourd'hui, on a le deuxième plus grand réseau de recharge avec ces 100 000 points de charge ouverts au public. Et la perspective, c'est autour des 400 000 à la fin de la décennie. Donc évidemment, plus on va installer de bornes et plus on va rendre possible le développement du véhicule électrique, quand bien même l'essentiel des recharges se font à domicile et au travail, mais il y a un vrai effet d'assurance, de réassurance des utilisateurs et surtout des futurs utilisateurs. En fait, quand on roule en électrique, on se rend très vite compte que dans nos besoins du quotidien et dans des besoins plus périodiques, type week-end et autres, on trouve de quoi se recharger. On n'a pas de difficultés majeures. Par contre, quand on n'est pas encore utilisateur, quand on se pose la question de passer à l'électrique, on a besoin d'être rassuré. On a besoin de savoir que si je veux partir en vacances dans le sud demain, je peux le faire et je ne vais pas être empêché parce que mon véhicule n'offrira pas ces prestations-là. D'accord. Et ce ratio d'1,2 bornes par véhicule, est-ce que c'est un ratio si important que ça? Là, je me tourne vers vous, par exemple, Monsieur Mottin, parce que Monsieur Molison, vous me dites que parfois c'est pas le plus important. En tout cas, c'est pas le seul. Alors que parfois on s'arc-boute sur ce ratio. Il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments de réflexion pour piloter le déploiement. Oui, je laisserai Clément compléter peut-être sur ce point-là, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la question, c'est plus de se poser la question de l'intérêt du véhicule électrique. Là, on voit que c'est la technologie effectivement la plus accessible pour décarboner les transports. Reste quand même à accompagner cette transition qui est une transition majeure. Et évidemment, le développement des infrastructures, ça fait partie des conditions de succès. Quand EDF a lancé son plan mobilité électrique en 2018, EDF a identifié 3 piliers de contribution majeure pour être un acteur de la mobilité électrique. Le premier, c'est d'avoir des offres de fourniture d'électricité adaptées à l'utilisation du véhicule électrique. Le deuxième, c'est de contribuer de manière majeure au développement des infrastructures. Et c'est ce que EDF fait, ce qu'Isivia fait en France. Dans son plan mobilité électrique, EDF prévoit de déployer 400 000 bornes sur la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique d'ici la fin de l'année. Donc on voit que c'est un enjeu majeur. Et ça, c'est pour le développement actuel de la mobilité électrique. Et puis il y a aussi une notion de préparation de l'avenir, du rôle que pourra jouer la mobilité électrique demain
pour le système électrique, puisqu'à partir du moment où le véhicule est branché, il fait partie du système électrique et il peut jouer un rôle. Et là, c'est les questions de recharge intelligente, qui est le troisième pilier du plan mobilité électrique d'EDF, qui nécessite aussi d'être accompagné, d'être déployé. Et donc, sur ce sujet-là, on a aussi quelques expérimentations et aussi quelques offres qu'on développe avec tout un réseau de partenaires. Parce que ce qu'on pense aussi, c'est que c'est une transition tellement majeure, tellement significative, qu'elle nécessite la mobilisation de tout l'écosystème. Donc là, autour de la table, voilà, on représente une petite partie de l'écosystème, mais Clément un peu plus que nous. Voilà, il y a vraiment nécessité d'une collaboration forte pour développer toutes ces solutions qui vont permettre l'accessibilité à tous du véhicule électrique. Guillaume, je vous redonne la main, parce que je trouve qu'on a passé un slide qui concerne ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le VO, qui prend quand même aussi le VO électrique, qui va naturellement corréler de toute façon au VN, mais qui va avoir une importance non négligeable pour le business des différents professionnels de l'auto, retailers et autrement pour ceux qui proposent des services aussi. Tout à fait. Et donc, on a effectivement collecté quelques données auprès de conducteurs et puis aussi des professionnels, parce que nous, nos premiers clients, ce sont les professionnels qui vendent les voitures d'occasion. On s'intéresse à comment ils appréhendent le marché de l'électrique et notamment le sujet de la recharge. Sur les habitudes de recharge, c'est ce que disait Clément. Nous, on a interrogé quelques conducteurs, donc les chiffres qui sont à l'écran viennent juste confirmer ce qui est largement dit. Aujourd'hui, la recharge, elle est principalement faite à domicile, un peu en entreprise et puis aussi un peu sur les infrastructures publiques. Et en termes de fréquence, dans les conducteurs qu'on a interrogés, on est sur 90% des gens qui rechargent plusieurs fois par semaine. Donc ça veut dire aussi qu'il y a 10% des gens qui, sans doute, une seule charge suffit à leur consommation. Parce qu'ils ont soit une voiture qui a une très grande autonomie et puis des trajets qui sont suffisamment adaptés pour ne pas avoir besoin de recharger régulièrement. Et ça aussi vient alimenter le fait que on n'a pas besoin de charger tout le temps sa voiture. Il y a une habitude à avoir, il faut s'habituer à conduire avec une voiture électrique. On n'a pas besoin de se précipiter sur un point de charge dès qu'on en trouve un. Et ça s'apprend, nous, ce qu'on avait déjà évoqué le webinaire dernier, effectivement, c'est que au-delà de la deuxième année, les gens ont l'habitude et la gestion de la charge est moins une source de stress que dans l'année qui suit l'achat de la voiture d'occasion. Surtout quand on a des trajets assez courte distance. D'accord. Et sachant que les constructeurs disent souvent à leurs clients, mais c'est pour les rassurer d'une certaine manière, vous rentrez chez vous, si vous avez un habitat notamment individuel, vous loguez et puis c'est comme le téléphone quand il est branché. Mais c'est plus compliqué que ça, on y reviendra. Il y a une manière plus fine, plus intelligente justement de piloter la charge. Mais c'est vrai que le discours vendeur aujourd'hui, l'argumentaire, c'est ça. Ce qui peut se comprendre parce que du coup le stress est évacué aussi quand on sort pour la première fois avec un véhicule électrique. Et pour autant, quand on interroge les professionnels, leur première inquiétude en tant que vendeur de voitures électriques, c'est de parler de la gestion de la charge. Parce que c'est une techno nouvelle qui était peu utilisée. Alors quand on est vendeur de véhicules neufs, on commence à en voir dans les concessions parce que c'est 15%, donc ils ont l'habitude d'avoir. Quand on est vendeur de voitures d'occasion, on a très peu d'occasion de se familiariser avec ces technos-là. Et donc, c'est une vraie source d'inquiétude chez les professionnels. Et du coup, ça se ressent aussi sur la capacité des vendeurs à accompagner ce marché-là, à vouloir garder les voitures pour pouvoir les vendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures électriques qui partent plutôt en Europe du Nord parce qu'ils sont plus avancés que la France là-dessus. Et donc, la première source d'inquiétude chez un professionnel qui vend une voiture d'occasion électrique, c'est la gestion de la charge. Chez les conducteurs, là on est plutôt sur la recharge en itinérance. C'est effectivement au quotidien, on voit que les gens commencent à s'y habituer, mais quand on leur pose la question, ce que tu évoquais au début du webinaire, le fait de voyager avec sa voiture électrique est encore une source de stress pour plein de raisons qui soient liées à l'autonomie de la voiture, aux infrastructures de charge, avec beaucoup de craintes sans doute pas toujours fondées, mais en tout cas c'est un vrai sujet d'inquiétude. On voit que ça reste un invariant, la charge en itinérance, et de toute façon quand on
fait un voyage en véhicule électrique, il vaut mieux programmer ses arrêts, en tout cas en l'état actuel des choses, puisque il n'y a pas encore le même maillage que les stations-service, donc il vaut mieux s'assurer que je vais m'arrêter là, et voilà. Et dans ces cas-là, ça peut se passer très bien d'ailleurs. Ouais. Et je pense qu'il faut un peu, il faut démystifier un petit peu cette question de l'itinérance. Quand j'ai passé mon permis, en conduite anticipée, et du coup, fallait sur notre carnet noter à chaque trajet combien on faisait de kilomètres, pour je sais plus quel était le nombre de milliers de kilomètres à atteindre. Faites la même chose. Vraiment, faites la même chose pendant un mois. Vous prenez tous vos trajets du quotidien, vous notez combien de kilomètres vous avez fait, d'où vous êtes allé, où vous êtes arrêté. Et déjà, vous allez voir que sur vos trajets quotidiens, plus week-end, tous les véhicules électriques aujourd'hui disponibles, y compris une partie importante des véhicules d'occasion, sont capables de faire ça largement. Et réfléchissez sur l'année passée, quels ont été les trajets que vous avez fait qui ont fait plus de 100 ou 200 km. Vous en allez avoir en moyenne, c'est 2, 3 par Français. Vous regardez ces trajets, vous prenez une application, il y en a plusieurs aujourd'hui qui existent pour savoir où sont les bornes de recharge, et faites votre calcul d'itinéraire. Vraiment, en fait, faut mettre aussi les mains un peu dans le cambouis, pas tout à fait, mais faut démystifier ça et se rendre compte qu'en réalité, l'essentiel des besoins peuvent être couverts, et même des besoins exceptionnels maintenant, avec le maillage qui est assez important, qui est en train d'être fait et qui va continuer à être fait, permet de répondre à ces besoins-là. Guillaume, je vous laisse. En fait, on a, pour rebondir sur ce qui a été dit, quand on regarde, nous, nos statistiques d'assistance sur les véhicules électriques, de panne sèche, panne d'énergie, comparé à des pannes de carburant sur les voitures thermiques, alors il y a un peu plus de dossiers d'assistance sur les voitures électriques que sur les voitures thermiques. C'est moins de 2% des dossiers, tandis que sur les voitures électriques, tandis que sur les voitures thermiques, c'est très très faible, c'est quasi nul. Mais il y a un petit écart quand même. Il y a un stress important des clients à l'achat du véhicule électrique sur est-ce que ma batterie va tenir, est-ce que je vais arriver à charger mon véhicule, mais dans la réalité on voit que c'est pas énorme. Il y a un stress qui est un peu plus important, il y a un peu plus de fréquence sur les clients qui font des longs trajets, spécialement les clients étrangers que l'on a, par exemple des Anglais chez nous qui viennent en Europe avec leur véhicule en vacances et qui font des longs trajets. Et on a là des cas de panne d'énergie un peu plus fréquents que sur des clients français qui ont un profil plus homogène avec beaucoup de trajets courts. On a l'exemple là d'une cliente anglaise qui allait au parc Disney, qui est tombée en panne dans l'Oise, panne d'énergie parce que c'est un grand trajet, elle a mal évalué la distance, peut-être qu'elle connaissait pas bien l'emplacement des bornes, voilà. Donc c'est plus des problèmes de longue distance que des problèmes du quotidien. Ce qui a été dit, où finalement les gens arrivent bien à gérer quand même leur véhicule et la recharge, malgré le stress ou la peur qu'ils en ont au départ. Voilà. Et on salue nos amis anglais d'ailleurs, parce qu'ils vont débarquer en masse pour les 24 heures du Mans comme d'habitude. Il n'y aura pas forcément beaucoup de recharge à cette occasion, c'est pas tout à fait les mêmes véhicules. Pas le même profil. Voilà. Pour compléter ce que dit Albert, parce qu'on a donné un exemple effectivement là, il n'y a pas de sujet de marque sur l'itinérance. En fait, on peut avoir le même sujet parce que c'est toujours la consommation et les gens s'adaptent à l'autonomie de la voiture. Mais en fait, qu'on ait une voiture avec une grande autonomie ou une petite autonomie, on est confronté au même sujet. Nous, quand on a regardé effectivement les dossiers que l'on a, on a aussi bien des Renault Zoé que des Tesla, que des MG, que voilà, il n'y a pas de sujet de marque et c'est pas l'autonomie qui fait qu'on va tomber en panne d'énergie. Alors, plus de chance bien sûr, mais par contre, ce qui est intéressant quand on regarde dans ces dossiers-là, c'est que finalement, la personne qui nous a contacté dans l'exemple qui est là, son sujet, elle n'était pas très stressée d'être tombée en panne d'énergie. Sa question, c'était quand est-ce qu'elle repart. Et donc sa question, c'est est-ce que vous m'amenez un superchargeur ? Et les superchargeurs, il n'y en a pas partout, ils ne sont pas tous dispo. Et donc, assez vite, au-delà de la panne d'énergie, on va effectivement s'intéresser, je pense, à la durée d'immobilisation de la voiture liée à la panne d'énergie. Et ça, c'est nouveau parce qu'on est très concentré sur la panne d'énergie elle-même. Mais après, viendra comment on fait. Ok, je suis tombé en panne, maintenant, quand est-ce que je repars ? Je crois que voilà, vous avez aussi fait un point sur d'éventuels petits problèmes liés à la recharge.
Oui, ça c'est qu'il faut relativiser d'ailleurs. Exactement. Voilà. On avait, lorsqu'on avait fait le webinaire en octobre autour de la batterie, on avait aussi déjà interrogé nos clients sur cette partie recharge et on s'intéressait à ce qu'ils avaient, au-delà de la panne en itinérance, est-ce qu'ils avaient rencontré des incidents liés à la charge. Et donc effectivement, on a 52% des propriétaires qu'on avait interrogés qui nous avaient dit qu'ils avaient rencontré un problème lors de la recharge à domicile ou au travail. Donc un incident, ça peut venir de la borne, ça peut venir du câble, ça peut venir de la voiture, c'est assez large. Et lorsqu'on les avait interrogés, ils nous avaient expliqué, on avait regardé si c'était des jeunes conducteurs, enfin des jeunes propriétaires de voitures électriques ou des gens qui avaient leur voiture électrique depuis un peu plus d'1 an. Et ce qu'on voyait, c'est que sur les bornes privées, en tout cas, celles qui sont au domicile des particuliers, on avait une légère augmentation de ces incidents. Alors après, c'est effectivement, là on a indiqué x2. Ça ne veut pas dire que les bornes vieillissent pas bien. Voilà, voilà exactement. Il ne faut pas le prendre comme... Non, il y a une usure un peu, sans doute, naturelle. Jérémy pourra compléter mieux que moi cette partie, mais voilà, nous, on n'a pas constaté de grandes difficultés, mais on note en tout cas qu'on s'intéresse beaucoup à la disponibilité des points de charge sur le réseau public, où on peut avoir des taux de disponibilité qui sont variables. Sur la borne privée, on en aura aussi avec le temps, parce que le matériel vieillit, parce que ça dépend aussi de la qualité du matériel installé. Donc on aura ça. Et sur les incidents qu'on a rencontrés, ce que nous ont dit les conducteurs, c'est que dans 40% des cas, ils avaient dû solliciter une assistance. Ce n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient résoudre tout seul en changeant un câble ou en redémarrant. Il fallait faire venir quelqu'un pour qu'il puisse réactiver la charge de la voiture. Derrière ces chiffres-là, qui sont très intéressants, qui permettent de fixer les idées, à EDF, nous, on expérimente concrètement ces éléments-là, puisqu'on a décidé d'électrifier 100% de la flotte des véhicules professionnels du groupe EDF d'ici 2030. Donc ça fait flotte très importante. 45 000 véhicules. Voilà. On a aujourd'hui 10 000 véhicules qui sont déjà électrifiés. Donc ça permet quand même d'avoir une certaine expérience, d'être confronté à beaucoup de cas de figure. Et ce qu'on constate, c'est que effectivement, utiliser une borne de recharge, ça nécessite un accompagnement. Parce que voilà, il faut passer un pass, il faut brancher le câble sur le véhicule, il y a un process à respecter. C'est pas quelque chose de naturel. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'une borne, c'est quelque chose, c'est une technologie. Il y a quand même de la technologie à l'intérieur, donc il y a de l'électrotechnique, et puis aussi il y a de la communication. Les bornes qui sont supervisées doivent communiquer avec le système de supervision. Et pour que tout ça fonctionne bien, ça nécessite que toutes les conditions soient réunies. Nous, on l'a vraiment expérimenté. C'est aussi la raison pour laquelle on met à contribution notre recherche et développement qui fait énormément de tests sur les bornes de recharge avant de pouvoir les commercialiser. Easivia a également un labo pour faire des tests très précis d'électrotechnique, de communication, pour assurer la meilleure fiabilité possible de la borne quand elle est installée sur le domaine public ou en entreprise. Et donc ça c'est quelque chose de très important. On est encore dans un sujet émergent. Voilà, il y a encore aujourd'hui des tests et des choses à vérifier avant de pouvoir installer une borne sereinement pour ses clients. Et ce qui est intéressant aussi avec vous, c'est que vous avez des véhicules de fonction classiques, des véhicules de service qui rentrent au domicile, des VU, enfin voilà, c'est très varié comme flotte, c'est pas un cas, c'est pas la méga Nitec et point. Voilà. On expérimente effectivement toutes les cas d'usage aujourd'hui les plus faciles à électrifier, entre guillemets, le sont. On expérimente les différentes stratégies de recharge à domicile, en entreprise, en itinérance, et tout ça, ce sont des expériences différentes et qui nécessitent d'accompagner les utilisateurs. Et je reviens à l'Angleterre en voyant le slide suivant. Est-ce que le besoin d'assistance de mobilité, il est plus important pour un acheteur de véhicules électriques que pour un acheteur de véhicules thermiques? Ou vous seriez plus nuancé finalement? Il est à la base un peu plus important parce qu'il est plus inquiet sur la rupture d'énergie. La réassurance, comme on dit souvent. C'est exactement ça, c'est la réassurance et les enquêtes que l'on fait auprès des
des utilisateurs de nos contrats, comme également auprès des distributeurs qui vendent les voitures, qui reflètent en fait les remarques des clients. On voit bien qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, il n'y a pas dans la réalité de la vie d'un assisteur, il n'y a pas une quantité énorme de dossiers spécifiques pour ces problèmes-là, même si on a des exemples qu'on a pu mettre en avant. Ce que ça met en avant, par contre, c'est des besoins de services spécifiques adaptés à des situations qui sont différentes par rapport à une assistance pour une voiture thermique classique. Et là, on a des sujets de services de mobilité. On a un slide qui décrit ça. Voilà, service de mobilité avec fourniture d'un taxi pour déplacer le client si le véhicule ne peut pas être chargé. Ensuite, il y a des sujets de remorquage du véhicule vers les bornes qui sont disponibles. Et puis, on a aussi des services qu'on appelle switch, qui consistent à, pour des moments déterminés, des moments isolés, mettre à disposition du client qui a une voiture électrique, mais lui mettre à disposition un véhicule plus classique avec une autonomie plus grande, pour le moment, parce que c'est pas encore le cas de toutes les voitures électriques, une autonomie plus grande en thermique qui lui permet de partir en vacances ou en week-end. Voilà. Ça existe déjà aujourd'hui, avec parfois des petites difficultés de mise en place parce que les gens ont toujours les besoins au même moment. Au même moment. Hein. C'est des week-ends en mai ou ça approche, voilà. En été. Oui, on est dedans. On est pour les points. Un petit délai d'organisation qui est demandé. Et puis, au-delà de ça, le sujet des bornes pose également la question, on en parlait, de sujets d'offres d'accompagnement du client au final, d'assistance technique peut-être, ou d'aide à l'utilisation. Et pourquoi pas de contrats qui pourraient aussi prolonger la vie de la borne et prendre en charge des pannes si elles arrivent. Voilà. Donc il y a quand même des offres de services qui sont encore à créer. Ouais. Je reviens juste un instant sur les bornes parce qu'il y a un sujet qu'on évoque assez peu. Dans beaucoup de régions en France, sur de l'habitat individuel, on voit encore des câbles pas très élaborés, avec des rallonges pas très élaborées et qui vont dans des prises dans le garage, mais la prise n'a pas l'air d'avoir été diablement renforcée non plus. C'est un mauvais moment à passer, puis après les gens vont opter pour des solutions plus robustes. Oui, alors moi, en tant qu'électricien, je ne peux pas vous dire autre chose que de fortement déconseiller l'utilisation d'une prise classique, encore pire d'une rallonge, pour charger un véhicule électrique, même si c'est un hybride rechargeable. Ces prises-là sont pas faites pour délivrer la puissance max pendant longtemps, pendant plusieurs heures. Donc pour des véhicules hybrides rechargeables ou des petits besoins de mobilité, mieux vaut avoir recours à des prises renforcées qui sont faites pour ça, et donc d'un point de vue sécurité, c'est vraiment l'assurance. Après, nous, ce qu'on recommande quand même, c'est même en habitat individuel, hein, c'est plutôt de passer à la borne, 7 kW, et après en fonction des besoins, voire plus, mais ça permet quand même aujourd'hui d'être serein sur la capacité à recharger rapidement un véhicule électrique dont la batterie fait 40, 50, voire plus de kilowattheures. Et donc ça permet d'avoir aussi du confort là-dessus. Et donc on a effectivement comme vous le voyez sur la slide, là on a l'entité chez nous qui s'occupe de ça pour les clients particuliers, c'est Easy by EDF, et qui propose une gamme de bornes non connectées, de différentes puissances, qui va correspondre vraiment aux besoins. Et à côté de cette gamme de bornes, on a un accompagnement personnalisé avec un conseiller qui va suivre l'affaire de bout en bout pour que ça réponde le plus possible aux besoins de l'utilisateur, donc jusqu'à la mise en service de la borne. Vous pouvez peut-être donner un ordre d'idée du coût de ces différentes solutions, sachant que c'est variable selon aussi l'existant, le bâti, donc, mais juste un ordre de grandeur. Je peux donner un ordre de grandeur sur une borne non connectée installée, on va être autour de 1 500 €. Et pour une borne connectée, en comprenant l'installation, on va être quelques centaines d'euros de plus, 1 800, autour de ces prix-là.
sachant que la borne connectée, ça permet déjà, et ça va permettre de préparer aussi un certain nombre de sujets autour de l'optimisation de la recharge, pouvoir utiliser le maximum de la puissance disponible du logement et pouvoir placer la recharge au meilleur moment, c'est-à-dire là où l'électricité est la moins chère et la moins carbonée. Et donc ça, c'est des choses qu'on est en train de développer, qu'on expérimente déjà, qu'on a déjà développé dans certaines offres, mais qu'on va continuer à développer pour répondre à cet enjeu-là. Parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes dans la borne intelligente. Oui. Hein, est-ce que vous pouvez D'ailleurs, Clément, vous pourrez aussi ajouter éventuellement des choses, mais c'est quoi, en schématisant, hein, sans rentrer dans un détail trop technique. Je crois qu'on a un slide sur le sujet, on peut peut-être y venir. En fait, si on veut schématiser un peu, on a deux types de recharge intelligente. La première, qui est celle de gauche sur la slide, qu'on va appeler V1G ou véhicule to grid ou V1G qui est unidirectionnel en fait. C'est ça. L'objectif, ça va être de placer la recharge au meilleur moment. Donc au moment, comme je viens de l'indiquer, où l'électricité est la moins chère, la moins carbonée. Et donc ce qu'on voit sur le schéma là à gauche, c'est qu'on met la recharge en bleu au moment des creux au moment des creux de consommation sur le système. Et puis on a un mécanisme qui est plus élaboré, qui va être bidirectionnel, où là on va utiliser l'énergie qui est stockée dans la batterie pour réinjecter au moment où le système électrique en a le plus besoin. Et donc là on le voit sur le schéma avec les pics de consommation où on va pouvoir réinjecter. Et donc ça c'est très utile à une maille globale, parce que comme on va développer sur le système électrique les énergies renouvelables, elles vont être de plus en plus intermittentes et on va avoir besoin de cette flexibilité. Et donc aujourd'hui, le V2G, véhicule to grid ou véhicule to home, pour réinjecter dans la maison, c'est une manière vraiment de contribuer à l'intégration des énergies renouvelables sur le système électrique. Et ça réduit aussi la consommation énergétique et accessoirement ou non la facture. Alors ça ne va pas réduire la consommation énergétique, par contre ça va permettre de consommer au meilleur moment. Et donc ça permet de réduire la facture. Donc ça c'est effectivement le gain pour l'utilisateur, c'est la réduction de la facture. Et le gain pour le système électrique, c'est de mieux intégrer les énergies renouvelables et d'éviter de mettre en route des centrales de pointe qui en général fonctionnent au gaz ou au charbon. Alors pas trop en France, mais voilà, qui fonctionnent à de l'énergie fossile. Donc ça c'est quelque chose qu'on développe. On a une filiale spécialisée sur le développement de la plateforme de supervision de ça qui s'appelle Drive. Et c'est des solutions qui sont commercialisées aujourd'hui par Easyvia pour les clients entreprises. On a déjà une offre V2G entreprise. Et puis Easyvia fait aussi du V1G dans ses offres pour les entreprises. Et pour les particuliers, on développe aussi le V1G, c'est-à-dire le placement de la charge au meilleur moment. Ça permet de faire gagner un petit peu sur la facture d'électricité et d'encourager ces systèmes-là. Donc là, on identifie bien d'ailleurs qu'il y a tout un champ serviciel qui était en filigrane de nos propos tout à l'heure qui peut apparaître. Clément, par rapport à ce qui va être développé, est-ce que déjà c'est des bornes de plus en plus sophistiquées qui vont être mises en place, et c'est quoi les bons choix à faire d'une certaine manière, parce que on a parfois le sentiment qu'il y a des bornes un peu inutiles ou inutilisées pour être un peu plus soft, et puis d'autres où il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas trop de monde. Donc comment vous planifiez tout ça, parce que l'objectif en plus qu'on vient de vous donner, les 400 000 bornes en 2030, c'est des cadences assez soutenues. En tout cas, il faut maintenir notre rythme de déploiement actuel, à peu près 4000 points de charge, 4000 points de charge par mois. Donc, sur la première partie de la question, en tout cas, c'est nécessaire. C'est nécessaire de déployer ce type de solution parce que l'enjeu est évidemment que la mobilité électrique reste une solution, ne soit pas un risque, ne soit pas une menace pour le réseau.
et notamment avec les solutions en V2G, soit aussi une opportunité de flexibilité et de même ordre que le chauffe-eau a pu l'être il y a quelques décennies. Donc, c'est des solutions qu'il faut développer, il faut qu'on crée les conditions nécessaires pour, parce qu'aujourd'hui les gens se tournent beaucoup sur des prises classiques, on l'a dit, pas recommandées, ou des prises renforcées. Ça a probablement changé avec l'augmentation des autonomies des véhicules actuellement et l'augmentation de leur utilisation. Mais il faut aussi inciter, et on discute beaucoup avec les pouvoirs publics sur le sujet, pour aller directement sur ce type d'infrastructure, mais qui concerne principalement le domaine privé. On a des expérimentations de V2G sur le domaine public. On participe à une initiative européenne qui s'appelle Inside TV, qui teste en conditions réelles, notamment aux Pays-Bas, ces solutions V2G sur la voirie. Sur la voirie, en réalité, l'objectif quand même quand on se retrouve à se recharger en voirie, c'est de faire en sorte de se recharger le plus rapidement possible. Rapidement, ça peut être 4 heures. Enfin, c'est rapidement en fonction de ce qui est nécessaire. C'est vrai qu'aujourd'hui les bornes sont assez peu utilisées, tout simplement parce qu'on n'a pas un parc de véhicules qui est suffisant. Mais les opérateurs qui déploient des infrastructures cherchent leur rentabilité à plus long terme, parce que dans quelques années, on aura un parc qui permettra de bien déployer ces bornes de recharge. Donc il faut les déployer de façon intelligente, il faut qu'elles soient là où elles sont utiles. La zone blanche, c'est là où il n'y a pas de borne, mais où il y a le besoin. Quand il n'y a pas de borne et pas de besoin, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et on ne va pas mettre des bornes partout, il faut les mettre là où elles sont, elles répondront aux besoins des utilisateurs. Et est-ce que ces différentes considérations, ça peut conditionner les aides à l'avenir? On sait que, et d'ailleurs il y a une question aussi d'internaute sur est-ce qu'avec ce ramp-up de l'électromobilité, on va pouvoir maintenir autant d'aides, que ce soit pour les véhicules ou pour les bornes? Je peux vous conseiller de se dépêcher. Non, mais à attendre, on se rend compte que oui, il y a un moment où on regarde la trajectoire du bonus écologique. Un des dispositifs, la France a été l'un des premiers pays européens à mettre en place un tel dispositif. Et depuis plusieurs années qu'il y a des volontés de le baisser. Juste avant le Covid, on l'a peut-être oublié, mais on a eu 2 mois où le bonus avait été baissé. Il a été réaugmenté depuis, il a rebaissé depuis. Donc oui, on sait qu'on a une trajectoire où peu à peu on diminue les aides, et c'est également le cas pour les bornes de recharge. Nous, on est porteur depuis 2016 d'un programme de financement de bornes de recharge qui a une enveloppe qui a grandi, mais qui reste limitée. Et nous, on doit gérer une enveloppe avec qui a un fonds. Et donc, on réattribue, on fait évoluer les cibles, notamment l'entreprise qui... la moitié des bornes de recharge qu'on a financées étaient des bornes destinées aux flottes. On a arrêté de financer ces bornes de recharge. Un quart des bornes supplémentaires étaient toujours pour les entreprises, pour des bornes ouvertes au public. On est en train de mettre fin à cette aide. Donc voilà. Mais ça veut dire quand même que pendant 6-7 ans, des entreprises, des milliers d'entreprises ont pu en bénéficier. C'est le moment. Alors le temps nous presse déjà, mais c'était prévisible vu la vasteté du sujet. En revanche, il y a une question pour vous, Monsieur Motin. Alors c'est à quel horizon pensez-vous que les systèmes V2H, V2G seront disponibles aux utilisateurs? Et est-ce que ça peut offrir une rémunération aux conducteurs de véhicules électriques qui pourrait éventuellement, via un mécanisme à définir, baisser le coût d'acquisition? Oui, alors c'est une... Là aussi c'est vaste, hein, c'est comme une très bonne question. Alors, pour les entreprises, comme je l'indiquais, ça existe déjà. Hein. Aujourd'hui, on a une offre et on la commercialise. Elle est mise en avant notamment en Occitanie via un projet qui s'appelle Flexitanie, qui est financé en partie par la région Occitane et qui permet à des entreprises de bénéficier de ce système-là. Pour les clients particuliers, c'est des technologies qui vont arriver sur le marché. Les constructeurs automobiles en parlent. Certains indiquent que leurs véhicules sont déjà compatibles. Il reste quelques verrous technologiques et réglementaires, je dirais, à aligner pour pouvoir le faire. Mais ça va être du court terme. Hein. On peut imaginer que 2025, dans ces eaux-là, on commence à pouvoir tester des choses à domicile sur ce sujet-là.
Et du coup, il y avait une deuxième sous-question. Pour une éventuellement leur rémunération. L'idée, c'est ça, c'est que la valeur dégagée par cette solution-là puisse être partagée, et y compris avec l'utilisateur. La valeur pour le système, on l'a bien comprise tout à l'heure. Et puis, il y a aussi le constructeur automobile qui, lui, développe de la technologie dans le véhicule pour que ça puisse être possible. Et donc, tout ça ce sera possible à court terme. D'accord. Et alors, peut-être pour conclure, à chacun, je vais vous demander quelles sont les prochaines étapes. Je pense notamment, pour le coup, Clément, à la sophistication de la recharge. Qu'est-ce que vous avez à l'agenda sur vos déploiements au sein de l'Aver? Puis je vous poserai toute cette question. En termes de recharge, évidemment on traite de plein d'autres questions, mais en termes de recharge, c'est à la fois poursuivre le maillage. On l'a dit, on a cet objectif de 400 000 pour 2030, donc c'est mettre des bornes partout où elles sont nécessaires. C'est également intégrer de nouveaux usages, je pense notamment aux poids lourds électriques. On commence à avoir le début d'une bascule vers des solutions batterie et des solutions hydrogène en complément. Donc il faut accompagner évidemment ce développement avec des pas les mêmes bornes en plus. Alors, c'est les mêmes connecteurs aujourd'hui. Oui. On est en train de développer une nouvelle norme de megawatt charging. Donc là pour le coup ça va être une infrastructure particulière. Mais il faut voir où est-ce qu'on met ces bornes, les dépôts, voir l'itinérance aussi. Donc beaucoup de questions à se poser. Et évidemment également tout un tas d'autres, au-delà des questions de pilotage, on a des solutions de plug and charge par exemple qui commencent à être développées. Branchez, vous touchez à rien, tout est fait. Je caricature un petit peu, mais je fais simple. Et puis enfin, c'est améliorer l'expérience utilisateur. Donc à la fois en termes de qualité de service, en termes de disponibilité des bornes, et tout ça, ça passe aussi par la qualité du matériel et la formation des installateurs. On va avoir besoin de plus en plus d'installateurs et il faut qu'ils soient qualifiés IRVE, c'est une obligation, mais qu'ils soient bien formés, qu'ils sachent bien maintenir les infrastructures. Donc voilà, beaucoup de travaux de notre côté. Monsieur Motin, peut-être aussi cette qualité finalement de la recharge, parce qu'on n'utilise jamais le mot, permettrait de faire vivre des batteries beaucoup plus longtemps. On sait qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça. Je crois qu'il y a déjà des constructeurs qui vous sollicitent, je ne sais pas si c'est encore totalement officiel, mais qui vous sollicitent sur des projets très concrets. On a des projets partagés avec des constructeurs pour tester le vieillissement des batteries en fonction de certains types d'usages. Et un des bénéfices qu'on espère démontrer avec ces tests-là, un des bénéfices du pilotage de la recharge, au-delà de réduire la facture, c'est aussi d'être en capacité d'utiliser la batterie le mieux possible pour prolonger sa durée de vie. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'en pilotant, les choses, on les fait mieux qu'en les laissant se faire naturellement. Donc, on pense vraiment que ce pilotage-là permettra aussi de gagner de ce point de vue-là. Après, sur les enjeux, les prochaines étapes pour EDF, c'est de continuer à accompagner ses clients, que ce soit les clients entreprises particuliers, les collectivités locales. Et sur les clients particuliers, on a un gros sujet qui est celui du déploiement des bornes dans les copropriétés. Et donc ça, c'est un gros sujet. Ce que l'ensemble de l'écosystème a bien pris en compte. Chez nous, Easy a lancé son offre aussi en fin d'année dernière. Et puis, continuer évidemment le développement des services autour du pilotage de la recharge, ce qui nous paraît très, très important. Et Guillaume et Albert, je me tourne vers vous. Vous, forcément, vous devez d'abord répondre à la demande de vos partenaires, de vos clients. Mais quand on voit ça, on peut imaginer que ça vous donne des pistes de réflexion aussi par rapport à tout un champ serviciel qui s'invente, quoi. Tout à fait. Nous, on a choisi ce thème là, pour ce webinaire de la charge parce que ça correspond à un moment un peu charnière. On vient de passer les 100 000 bornes équipées en France. Et puis, on a ce nouvel objectif de 400 000. Et puis, on voit dans la discussion que ce sont des produits qui sont très techniques, de haute technologie, avec des possibilités de services additionnels qui sont importantes. On parle de l'existant, on voit comment réagissent les clients aujourd'hui qui ont des véhicules électriques, et puis on peut imaginer tout ce qui peut en découler en termes d'assistance technique, assistance à l'usage, prolongation peut-être
de la garantie de ces bornes-là. Donc pour nous, l'actualité maintenant, ça va être de réfléchir à l'enrichissement de ces services-là pour coller au mieux aux besoins de nos clients et puis de continuer à alimenter en fait tout notre écosystème, tout notre environnement, distribution automobile, financement automobile, assureur, tous nos partenaires en fait avec le savoir-faire que l'on emmagasine petit à petit sur ces sujets de véhicules électriques. Voilà. Puis le spectre de clientèle donc, qui va aller s'élargissant dans la mesure où le VO va quand même prendre de l'importance. Puis d'ailleurs, là, les premiers tours de fin de contrat, chez beaucoup de grands leasers, c'est l'une des années clés. Là, c'est bientôt. Là. Ouais. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre rapport et vos éclairages. Je remercie tous les internautes, naturellement. Vous pouvez noter ce webinaire, alors soyez clément avec nous. Et vous pouvez aussi le consulter ou le conseiller en replay à d'autres personnes. Et les réseaux sociaux seront là aussi pour vous rappeler et que vous pouvez le consulter ultérieurement. Il sera en ligne, dans l'après-midi. Si le calendrier est respecté, décidément, il est beaucoup question de calendrier. En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.